Alors, bonjour à toutes et à tous en ce bel après-midi et bienvenue à cet atelier sur l'intégration professionnelle des personnes formées à l'étranger. Je suis enchantée de vous rencontrer virtuellement sur ce magnifique plateforme pour discuter du dossier si important qu'est la petite enfance. Je me nomme Kimberly Jean-Farand. Je suis la directrice du dossier de l'immigration francophone à la FCFA, la Fédération des communautés francophones et acadiennes Canada. Comme vous le savez, l'apport des personnes issues de l'immigration est indispensable au secteur de la petite enfance en situation minoritaire, particulièrement en raison de la pénurie de main-d'œuvre affectant le secteur et la diversité grandissante de la clientèle des services de garde. Or, les défis liés à la reconnaissance des acquis des personnes formées à l'étranger sont un frein au recrutement, à l'intégration professionnelle et à la rétention. Ce panel cherche donc à mieux comprendre les pratiques innovantes et les conditions favorables associées à la reconnaissance des acquis des personnes immigrantes francophones dans le secteur de la petite enfance. Je vous rejoins ce soir pour moi, cet après-midi pour vous, de Rabat, au Maroc, où je suis en train d'assister au salon, au forum Destination Canada. Et aujourd'hui, j'ai eu la chance de rencontrer des dizaines et des dizaines de personnes qui travaillent dans le domaine de la petite enfance et qui sont intéressées à immigrer au Canada et à s'intégrer dans les communautés francophones et acadiennes. Donc, je suis particulièrement enchantée d'entendre nos panélistes discuter de ce dossier si important pour la francophonie. Alors, nos panélistes aujourd'hui, Monsieur Jean-Luc Racine, qui est directeur général, Commission nationale des parents francophones. Bonjour Jean-Luc, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Nous avons également Roukia Abdi Aden, qui est gestionnaire de la concertation nationale du Réseau de développement économique et d'employabilité du Canada. Et nous avons également Ronald Ajavon, qui est le directeur général du Conseil des écoles franc-saskoises. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Rentrons directement dans le vif du sujet. J'ai des questions pour lesquelles j'ai très hâte de vous entendre. Commençons avec la première question qui est, j'aimerais vous demander d'intervenir sur l'importance de l'apport des personnes issues de l'immigration au sein du secteur de la petite enfance en situation minoritaire. J'aimerais inviter Ronald à commencer. Mais bonjour et merci Kimberly pour la question. Je dois dire que le Canada fait face à une pénurie généralisée de main-d'œuvre. Cette pénurie-là est encore plus accentuée dans le domaine de l'éducation. On sait que le recrutement des francophones est déjà complexe au Québec. Et la complexité s'accroît quand on est encore en milieu minoritaire. Dans le secteur de la petite enfance en milieu minoritaire, il est essentiel que les locuteurs francophones puissent être embauchés en tant qu'intervenants auprès des enfants, compte tenu des enjeux qu'on sait en termes d'acquisition de la langue. Les personnes issues de l'immigration, en fait, possèdent généralement aussi un niveau d'expérience et d'expertise très élevé dans leur domaine de la petite enfance. On le voit dans nos écoles. Elles ont une très bonne idée du vécu des enfants en matière d'immigration et mettre à leur disposition tout un réservoir de sagesse au sujet de toutes leurs équipes qui sont disponibles pour toutes nos équipes en général. On le voit dans le contexte des services de garde et aussi au niveau des primates dans nos écoles. Voilà. Merci beaucoup pour cette première intervention, Ronald. Je vais inviter Roukia. Moi, ce que je dirais, c'est important l'immigration parce que c'est les parents, hein, c'est plus des travailleurs, c'est aussi les parents qui utilisent les services de garde, c'est les enfants qui vont dans des enfants d'immigrants qui vont dans des services de garde. Donc, c'est la communauté elle-même, les immigrants, la communauté francophone, une grande composition d'immigrants aujourd'hui. Donc, c'est la raison d'être même des services aujourd'hui, c'est de desservir ces enfants et ces parents. Et c'est aussi en termes, j'ajouterais à ce que Ronald a dit,
c'est un milieu de travail qui doit aussi refléter la diversité de la communauté qu'elle dessert. Donc, avoir des employés issus de l'immigration, c'est être aussi en phase avec la diversité que nous desservons. En plus d'être des travailleurs qui arrivent avec des compétences et qui sont prêts à relever, à participer à ce secteur-là et à travailler dans ce secteur-là. Tout à fait. Merci beaucoup, Rukia. Jean-Luc? Oui, ben moi, je vais vous répondre avec des chiffres. En fait, vous dire la vérité, c'est un peu l'hécatombe en ce moment dans plusieurs services de garde à travers le pays, dans plusieurs provinces et régions. Alors, je vous donne juste quelques chiffres. En Colombie-Britannique, sur 204 postes, présentement, il y a 56 postes qui sont non comblés. Ça, c'est près de 27 %. L'Ontario, en ce moment, fonctionne à seulement 37 % de capacité. Raison principale, manque de personnel. Terre-Neuve et Labrador, on a 23 postes comblés, mais il reste 12 postes à combler. En Nouvelle-Écosse, on est censé ouvrir faire l'expansion de 4 services de garde. On doit embaucher 16 nouveaux employés d'ici le 31 mars 2023. Or, ça a des conséquences très graves sur la qualité des services. Parce qu'à un moment donné, on peut offrir un service de garde, l'éducatrice s'en va et ensuite, on est obligé de fermer le service de garde ou de fermer aussi des postes, des postes pour les enfants. Alors, est-ce qu'on a besoin de recruter à l'international? Oui, c'est urgent. Et on doit se presser là, pour recruter, pour combler les places vides en ce moment au niveau là, des éducatrices. Merci beaucoup, Jean-Luc. Alors, j'ai déjà ma plume et mon cartable de notes prêts à noter vos réponses parce que la prochaine question, elle est très, très importante. Quelles sont les conditions favorables associées à la reconnaissance des acquis des personnes formées à l'étranger dans le secteur de la petite enfance? Dans le fond, quels sont les éléments à prendre en considération? Je vais demander cette fois-ci à Rukia de commencer. En termes de contexte, ce que je dirais, c'est qu'on parle beaucoup de pénurie de main-d'œuvre. Jean-Luc, tu l'as évoqué, tu as donné des chiffres. Le gouvernement fédéral a commencé à mettre en place un système de garderie nationale, donc la création de plus de places normalement pour les parents. Ça va venir accentuer les défis de main-d'œuvre qu'on a actuellement. Ça, c'est à prendre en considération. On avait déjà des défis. On a déjà des défis actuellement. On en avait des défis de pénurie de main-d'œuvre dans le passé. On en aura beaucoup plus à l'avenir parce que la demande va être plus importante. L'immigration va augmenter aussi, je le disais tout à l'heure. Hein, les immigrants qui arrivent, c'est aussi des parents, c'est des enfants, c'est des gens qui vont avoir besoin de places de garderie. Donc, il faut être prêt pour ça. Je pense que donc ça, c'est des paramètres à vraiment prendre en considération. On parlera tout à l'heure on a parlé de recrutement de main-d'œuvre à l'international, puis on parlera de reconnaissance des acquis. Ce que je trouve intéressant en termes de contexte, ce que nous a appris la pandémie, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est passé par une période de pandémie, on a vu que lorsque le besoin est là, la machine commence un peu à s'accélérer. Je vais oser espérer qu'avec l'accélération de la pénurie de main-d'œuvre, il y aura des mesures concrètes qu'on va être capable de mettre en place. On l'a vu pour les gens qui ont travaillé dans le système de la santé. Quand on avait besoin d'eux, la reconnaissance des acquis, on était capable de trouver des solutions. Hein. Certaines solutions, on peut les mettre de l'avant. Il y a des solutions, mais ça bloque souvent au niveau des rouages. Je vais oser espérer donc en termes de contexte politique, socio-économique, qu'avec l'accélération de la demande et des besoins en main-d'œuvre, on sera capable de trouver des solutions pour accélérer le recrutement et la reconnaissance et permettre à ce que ces gens-là travaillent. Parce que c'est une
chose de faire venir, mais s'ils ne peuvent pas travailler à la société, on ne profite pas de cette main-d'œuvre qualifiée. Et c'est comme ça que en tout cas, ça pour moi, c'est plusieurs éléments à prendre en considération pour les prochaines étapes et actuellement. Merci, Rukia. Donc, Ronald, quelles sont les conditions favorables à la reconnaissance des acquis dans le secteur de la petite enfance? Je vous écoute. Merci pour la question. Donc, en termes de conditions favorables, je parlerai de recrutement en amont. Alors que la personne est à l'étranger, s'assurer de vraiment, là, en fait, mettre une emphase sur le processus à ce moment. Un processus de familiarisation à la réalité canadienne, alors que la personne est encore à l'étranger et en attente de son visa. Si le recrutement se fait sur place, qui se passe dans certains cas pour ceux qui ont un visa déjà ou une résidence permanente, prévoir une période de familiarisation à la réalité organisationnelle au cours de laquelle la personne va vivre des moments d'intégration au travail. Par exemple, la personne va avoir une adaptation aux exigences. Il y a une adaptation au niveau des exigences administratives aussi qu'on doit faire dans nos organisations. Je m'explique. On a dans certains cas, en fait, certaines directives, mais qui ne prévoient pas ce genre de situation-là. Il va falloir une ouverture pour les adapter progressivement. Une entente entre les conseils, je parle pour les conseils, les garderies et les institutions postsecondaires. Chez nous, en fait, on a une bonne entente avec le Collège Mathieu, les universités, mais qui exercent la reconnaissance des acquis, la RAC, s'assurer de pouvoir prévoir des mécanismes à ce niveau. Un plan de formation sur place dans les locaux des conseils, des institutions et prendre aussi en charge l'accompagnement au cours de la RAC, de la reconnaissance des acquis. Parfois, il se pourrait en fait qu'il y ait qu'il faut soutenir financièrement les personnes. C'est prévoir ce volet-là aussi, prévoir du temps pour accompagner le personnel du conseil, des différents conseils. Donc, ça prend des ressources aussi. Déployer autour de la personne et de sa famille un groupe de soutien. Okay? Au niveau RH, au niveau organisationnel, il faut nommer une personne qui soit responsable de ce processus-là pour garder un lien constant avec la personne en reconnaissance. Mes collègues parlaient tout à l'heure d'une chose est de les faire venir, mais l'autre chose, c'est s'assurer vraiment de pouvoir créer en fait quelque chose de très positif avec tous ces gens-là qui viennent avec toute une diversité. Parlant de reconnaissance des acquis, je vais mettre l'emphase aussi sur la formation. On sait que la formation est toujours mise de l'avant, mais il y a les expériences aussi de stage qui ont été acquis. Mais comment on s'assure de reconnaître ces expériences-là? Dans les apprentissages aussi, dans les expériences, il y a des apprentissages aussi informels et non formels qui doivent être pris en considération, qu'on reconnaît malheureusement pas dans nos institutions en ce moment, dépendamment d'où on vit. Chez nous, en tout cas, cette composante-là n'est pas reconnue à bon escient. Merci, Ronald. Jean-Luc, vous avez la parole. Oui, bien en fait, pour vous dire la vérité, je pense que pour avoir des conditions favorables, on a malheureusement trop d'obstacles encore. Alors, je vous donne juste un exemple. En Colombie-Britannique, vous savez, pour la reconnaissance des acquis, les éducatrices qui sont arrivées doivent préparer leur dossier, donc descriptif de cours, etc. Et c'est un document là, quand même assez épais. Or, le gouvernement de la Colombie-Britannique refuse d'étudier le document en français. Donc, on doit faire traduire ce document-là à présenter et aux frais de l'éducatrice. Donc, vous imaginez, et en plus, non seulement elle va payer pour faire traduire toute la documentation, mais il est possible que ça ne soit pas accepté par l'instance gouvernementale. Donc, c'est des situations épouvantables, c'est de la discrimination d'une certaine façon qu'on fait à l'endroit de nos éducatrices nouvellement arrivées. Mais ça, c'est un embûche dont je vous parle. Il y a une tonne d'embûches comme ça où c'est difficile. Donc, juste vous donner un exemple, je sais qu'au Yukon, tout récemment, ils ont eu des difficultés à faire venir certaines personnes, surtout au niveau de la reconnaissance, là, pour ceux qui étaient formés en Belgique. Alors, on ne reconnaissait pas nécessairement là, les diplômes. Alors, ça demandait une formation supplémentaire de 60 heures
avec un montant de 3 200 $, des frais quand même faramineux. Je vous donne l'exemple du Manitoba. Le Manitoba nous dit que c'est tellement difficile de faire reconnaître par nos instances gouvernementales les acquis, les diplômes là, de nos personnes nouvellement arrivées. On a de la difficulté à le faire pour le Québec, donc imaginez à l'international. Donc, tout ça fait en sorte que c'est très difficile et que les conditions sont plus ou moins favorables. Mais il y a des belles expériences. Puis je vais en parler tantôt. Oui, j'ai parlé du Yukon, mais il y a quand même des belles réussites. Il y a des belles réussites à l'île du Prince-Édouard, en Nouvelle-Écosse. Alors, je vais en parler un petit peu plus en profondeur. Mais revenons aux conditions favorables. À mon avis, il y a 2 conditions qui sont importantes. Je pense qu'on doit de plus en plus faire des pressions sur nos gouvernements provinciaux et territoriaux pour uniformiser, centraliser le processus de reconnaissance des acquis. Il semblerait qu'il y a une certaine ouverture de ce côté-là. Je pense qu'il faut convaincre nos ministres qu'ils ont tout avantage à ce qu'il y ait un processus où on peut tout de suite tendre la main à quelqu'un qui arrive, puis au lieu de l'amener tout de suite dans une forme d'entonnoir où finalement ils vont viser une province puis ça va aboutir à rien, bien, à ce moment-là, ça permettrait avec un processus, si c'est un cul-de-sac dans une province, de peut-être amener la personne vers une autre province où là, il y a plus de chances d'avoir la reconnaissance. Alors, moi, je pense que ça, c'est une première condition qui serait très favorable. La deuxième, je pense qu'on doit travailler plus en concertation. Je pense que Ronald en a parlé tantôt, quand les gens arrivent, il faut pouvoir les accompagner. Donc, ce n'est pas simplement de les amener au Canada, mais c'est de les amener également à un poste qu'ils vont pouvoir occuper, puis à un poste où on va être en mesure de reconnaître leur rapport, leur contribution, donc à la juste valeur. Donc, si par exemple, c'est quelqu'un qui devrait être au niveau 3, au niveau des services de garde, mais qu'elle puisse avoir occupé un poste à ce niveau-là. Merci beaucoup, Jean-Luc. Attaquons tout de suite la question des pratiques prometteuses. Est-ce que vous pourriez nous partager justement des exemples de pratiques innovantes en place en lien justement avec la reconnaissance des acquis dans les différentes provinces? Jean-Luc, tu peux y aller. Vas-y. OK. Vas-y, Jean-Luc. J'ajouterai après. Excellent. Ben, écoutez, oui, il y a des belles pratiques qui se font en ce moment. Je vous nomme juste quelques provinces ou territoires, ça va très bien. Exemple, le Yukon. Le Yukon réussit à faire venir environ 2/3 de leur personnel en ce moment, petite enfance, viennent de l'étranger, surtout de la France et de la Belgique, mais on commence de plus en plus aussi vers les pays africains. Alors, donc, ils ont à peu près 18 personnes en ce moment qui travaillent et qui viennent de l'étranger. L'île du Prince-Édouard aussi a beaucoup de succès. Ils ont près d'une trentaine d'employés qu'ils ont recrutés à l'international. Et la bonne nouvelle, c'est que de ces 30, comme à l'île du Prince-Édouard, c'est qu'on a perdu seulement 3 personnes en quelques années. Les personnes restent et même la grande majorité réussissent à obtenir leur résidence permanente. Je sais aussi qu'on a des beaux succès avec le petit voilier en Nouvelle-Écosse. Alors, il y a des belles activités, des belles réussites là, dans ces provinces et territoires-là. Ce qui fait leur succès, je pense, c'est d'abord, ils sont très impliqués au niveau de Destination Canada. Donc, ils vont sur place recruter. Ils sont présentement en Europe dans bien des cas, là, donc à faire ce travail-là. Mais une chose qu'ils essaient de faire beaucoup, c'est donner leur juste quand les personnes arrivent. Donc, vraiment de faire en sorte qu'on puisse vraiment diriger la personne puis qu'elle n'ait pas de surprise quant à son arrivée au Canada. Donc, je sais qu'entre le Yukon et l'île du Prince-Édouard, souvent, ils vont s'échanger des candidates ou candidats.
Donc, ils savent, par exemple, ça va être difficile de faire reconnaître certains acquis, exemple au Yukon. Donc, on va diriger la personne plus vers l'île du Prince-Édouard. On met aussi beaucoup d'ardeur à faire en sorte que les personnes puissent s'intégrer dans leur milieu de travail. On sait que souvent, ces gens-là arrivent, pas de famille, naturellement. Si on fait des fêtes, des célébrations, exemple à Noël, pendant les fêtes, on peut rassembler les gens. Donc, on s'occupe des gens, de s'assurer qu'ils puissent s'intégrer dans la communauté. On est toujours à l'écoute aussi de leurs besoins. À l'île du Prince-Édouard, on me disait que souvent, si quelqu'un, par exemple, est en milieu rural, plus de difficultés à s'adapter. Si la personne vient d'Europe, par exemple, d'une ville comme Paris, alors c'est peut-être difficile de s'adapter en milieu rural. Mais on n'attend pas que la personne quitte. Tout de suite, on prend les mesures pour peut-être transférer la personne à Charlottetown et faire en sorte qu'elle puisse travailler là, en milieu urbain. Donc, on est très, très, très sensible aux besoins. Alors, c'est à peu près... Donc, je vais m'arrêter ici, puis je répondrai à d'autres questions là tantôt. Merci, Jean-Luc, pour ces excellents exemples. Rokia? Oui, ben pour compléter, Jean-Luc, tu as indiqué que, bon, il y a beaucoup d'efforts qui est fait par les garderies pour recruter, mais la reconnaissance des acquis demeure un élément important. Je pense qu'une de bonnes pratiques qui a été faite par RIDE Canada, déjà, je vais commencer par RIDE Canada, on avait fait l'année dernière un guide qui explique vraiment, parce qu'on est différent, en attendant l'entité nationale qui va pouvoir nous harmoniser là. C'est pas partout les mêmes exigences, c'est pas le fardeau n'est pas le même. Tu as cité la Colombie-Britannique, je vois un peu dans le chat la Colombie-Britannique où tout le dossier doit être traduit en anglais, alors que dans d'autres provinces, il y a possibilité de présenter sa demande en français. Ce guide informe aussi bien les employeurs sur le processus de reconnaissance, les différents types de métiers aussi qui existent, parce qu'il y a des gens qui peuvent rentrer. Je vais prendre l'exemple un exemple en Ontario. Donc, je pense que c'est un guide qui est très, très important pour bien comprendre qu'est-ce qu'implique ce processus-là et comment les gens peuvent s'y prendre pour faire reconnaître leur diplôme et voir quels sont justement comment ils peuvent mieux intégrer la profession. Et je vais donner aussi un exemple en Ontario où il y a comment dirais-je, une garderie qui est dans le conseil scolaire Mon Avenir, dans la région de Toronto, qui, elle, a recruté du personnel en France, notamment. Et ce qui est, oui, ils vont en recrutement international parce qu'ils ont besoin de ces employés, mais ça demeure pas moins que c'est cet employeur-là qui accompagne cette personne-là dans les démarches. L'innovation, c'est que l'employeur, c'est lui qui fait tout le travail et s'assure que ces personnes-là puissent travailler chez eux. La stratégie de cette dame-là, c'est vraiment de former d'abord des aides éducatrices, ce qui ne demande pas un diplôme vraiment là. Donc, ensuite, elle va aider cette aide éducatrice à passer un examen avec le ministère de l'Éducation. Et avec l'évolution qu'il y a eu au cours des dernières années, je pense que maintenant en Ontario, ils ont besoin d'une éducatrice qualifiée pour 2 aides éducatrices dans une classe pour les plus petits. Ça leur permet de recruter donc plus d'aides éducatrices et de faire basculer ces gens-là vers de devenir des éducatrices. C'est cet employeur-là qui, elle s'est occupée de la traduction des documents de ces personnes-là, qui a elle-même payé de ses propres poches. Donc, qui a tout fait pour s'assurer. J'imagine que dans d'autres provinces aussi, où il y a eu du succès, c'est les garderies elles-mêmes qui ont fait de A à Z tout le travail et qui ont accompagné ces gens-là pour s'assurer qu'elles puissent soit rentrer dans un niveau qui est peut-être moins exigeant en termes de qualification et de les faire évoluer vers l'autre niveau qui requiert une certification plus poussée et des cours un peu plus poussés. Donc, je dirais que ça, c'est des bonnes pratiques. Et ils se débrouillent, comme je disais tout à l'heure, dans un contexte de pénurie, on se débrouille. On trouve des solutions. Jusqu'à présent, c'est au fardeau des garderies. Et je pense que quand tout à l'heure, on va parler de solutions,
pour moi, c'est une des solutions qu'on va essayer de ramener ou qu'on ramène actuellement, c'est d'aider ces employeurs-là à ne pas tout prendre en charge eux-mêmes et de les accompagner eux aussi avec le processus de reconnaissance des acquis de ces personnes-là qu'elles vont chercher à l'international et qui ont les compétences pour occuper ces postes-là. Merci beaucoup, Rukia. Je retiens vraiment le mot accompagnement, que les employeurs puissent accompagner les candidats, mais que les employeurs puissent recevoir un appui et un accompagnement également. C'est très, très intéressant. Ronald, à vous la parole. Jean-Luc et Rukia ont mentionné plusieurs points. J'ajouterai à ces points-là qu'en Saskatchewan, par exemple, on peut présenter son dossier en français. Cependant, il y a un retard parce qu'ils n'ont pas assez de personnes bilingues pour traduire et finaliser les dossiers, analyser les dossiers. On a aussi, en fait, on intègre un plan de relève qui permet aux gens de commencer comme des aides pédagogiques, des AEI, et qui peuvent après évoluer en fait comme des éducatrices dans le système. Donc, à tous les points que mes collègues ont indiqués, j'ajouterai là en fait, je pense que l'embauche en Saskatchewan, les employés peuvent faire reconnaître leur dossier de l'étranger. Donc, ça veut dire qu'ils peuvent déposer depuis leur pays en fait un dossier de reconnaissance au ministère. Il faut aussi intégrer en fait à l'emploi la personne. Je parle du jumelage de la personne avec quelqu'un qui reconnaît, quelqu'un qui a ses accréditations en Saskatchewan est très important aussi en fait. Donc nous on a mis en place en Saskatchewan un réseau, le regroupement des CEPE. Qui permet justement en fait de créer une communauté de pratique, une communauté de partage qui permettra justement en fait non seulement de partager plusieurs enjeux qu'il y a dans le domaine, mais aussi de partager les leçons apprises en fait au niveau de la RAC par exemple. Donc je pense que c'est des pratiques qui peuvent nous permettre de gagner un peu en hauteur. Merci beaucoup, Ronald. Avant de passer à la prochaine question, j'aimerais rappeler à nos participants qu'il y aura une période de questions. Alors, je vous invite à déjà réfléchir aux questions que vous souhaitez poser à nos panélistes et à les ajouter dans le clavardage. Donc, quelles sont les prochaines actions? Quelles sont les prochaines étapes, les prochaines actions à prendre pour faciliter la reconnaissance des acquis dans le secteur de la petite enfance? Et comment est-ce que les communautés francophones peuvent jouer un rôle dans ce dossier? Je vais demander à Rukia de commencer. J'ouvre mon micro, on ouvre, on ferme, on ouvre, on ferme. Donc, déjà, nous, au niveau de Raider Canada, on a pris déjà les devants. On a créé une plateforme, d'ailleurs, qui est actuellement, qui a été lancée cette semaine, de maillage entre les employeurs et les candidats, les candidats qui ont le profil de travailler dans ce domaine-là. On a mis en place, on travaille, c'est un projet pilote pour l'instant, mais qu'on va nationaliser et qu'on va rendre général. On a 4 coordonnateurs régionaux qui accompagnent vraiment les employeurs. Comme je vous disais, l'accompagnement est important, qui vont accompagner les employeurs, qui vont accompagner les candidats dans le processus de maillage. Donc, ça veut dire aussi un processus d'information et d'aide pour la reconnaissance des acquis. Et comme je le disais, on va espérer que ce projet-là pourra être offert à un niveau national et pourra être pérennisé dans le futur, parce que ça va enlever du fardeau du dos des employeurs, et ça va aider beaucoup aussi les candidats à se préparer à l'avance aussi. J'ai assisté il y a cet après-midi à d'autres ateliers aussi. On parlait de formations en ligne qui sont disponibles avant le départ aussi, en ligne, où les gens peuvent suivre ces formations-là
avant d'arriver au Canada, avant le départ. Donc, je pense qu'il y a tout ce travail-là qui peut être fait et c'est surtout d'accompagner, de ne pas perdre du temps. Je pense que c'est là où on a des gros défis, c'est que les gens ne savent pas où se rendre, ne connaissent pas l'information, n'ont pas l'orientation. Si on est capable de regrouper toutes ces... dans l'autre atelier, on parlait de programmes relais, à la cité collégiale ou ailleurs, je pense que c'est important qu'on mette toutes les énergies en phase pour s'assurer qu'on puisse aider ces gens-là, aider ces employeurs-là à faire du recrutement international et aussi à ces personnes-là de pouvoir s'intégrer rapidement et de ne pas faire face à ces barrières de reconnaissance des acquis. Je suis 100% d'accord avec Jean-Luc aussi d'avoir un système national qui harmonise tout ça. Je lis dans les commentaires que certaines provinces, on partage ça avec la majorité, ce n'est pas quelque chose qui était écrit tout à l'heure, disons on partage avec la majorité. Je pense que c'est important de travailler des fois aussi avec des groupes de la majorité pour faire entendre aussi la voix francophone à travers des enjeux qui nous relient et que l'on partage. Merci, Rukia. Ronald. Merci. Je pense qu'il faut poursuivre la mobilisation de tous les acteurs de la communauté pour faciliter l'arrivée de la personne et de sa famille. On voit, il y a une question qui est une question d'actualité, les refus de visa francophones en fait de plusieurs pays d'Afrique. On a toute une clientèle qui nous vient de ces pays-là. Je pense qu'il y a toute une démarche qui se fait, mais il faut accentuer cette démarche-là en fait au niveau provincial et national pour s'assurer justement de faciliter la tâche à ces gens-là. Intégrer le processus de la RAC, comme je disais tout à l'heure, autour du continuum RH. Donc, il va falloir, bien entendu, mobiliser des ressources pour s'assurer justement d'équiper les organisations dans ce sens-là. Je verrai par exemple un bureau de recrutement francophone au niveau local dans nos provinces pour s'assurer de coordonner ce genre d'efforts de recrutement et puis s'assurer justement là, en fait, notamment avec la reconnaissance des acquis au cœur de ces démarches-là. Encourager la reconnaissance depuis le pays, comme je disais tout à l'heure, le pays d'origine, sensibiliser les candidats aussi depuis leur pays, c'est une démarche très importante. S'assurer d'avoir du personnel bilingue pour accélérer toute la question de traitement des dossiers et aussi mettre à disposition de ces gens qui nous viennent, en fait, des personnes immigrantes, des conseillers capables de les aider depuis leur pays. Voilà. Merci, Ronald. Jean-Luc? Oui, ben, je pense que je reviens là, sur ce que Rukia disait tantôt, là, à savoir qu'on essayait de former les gens avant leur départ pour qu'ils soient le plus préparés possible, qu'ils soient préparés de façon le plus possible à leur arrivée. Alors moi, je pense qu'on commence dans ce domaine-là. Il faut poursuivre, il faut aller plus loin. Je regarde aussi un commentaire de Laurent Wairi, je crois, qui disait qu'en 2014, son diplôme a été reconnu. Maintenant, ce n'est plus reconnu. Et j'ai vu d'autres histoires semblables où on reconnaissait des diplômes, on disait voici, ça c'est de niveau 3. Et soudainement, pour la même formation à l'étranger, c'était maintenant niveau 2. Donc, beaucoup d'incongruences. Et je pense aussi que les instances gouvernementales, provinciales sont habituées avec les pays anglo-saxons. Donc, on a la reconnaissance des acquis est beaucoup plus facile du côté anglophone. Quand on arrive du côté francophone, là, c'est un peu plus nébuleux et c'est pour ça là, qu'on voit des situations comme je viens de mentionner tantôt. Alors moi, je pense qu'il faut continuer, j'insiste, mais je pense qu'il faut continuer à faire des pressions pour dire qu'on a besoin d'une instance qui comprenne un peu mieux ce qui est les acquis. Puis surtout, là, on est habitué beaucoup au niveau d'études de dossiers qui viennent de France ou de Belgique. Imaginez des pays d'Afrique maintenant, là, ça devient d'une complexité énorme. Donc, il faut aller au-delà de ça.
Je me permettrais aussi peut-être un dernier point, c'est un petit peu champ gauche, mais je l'essaie quand je veux en parler aussi. Il reste, puis je pense que notre collègue Marie-André Asselin en a parlé hier, toute la question du logement. Donc, on fait venir des gens, exemple à Vancouver, on voudrait faire venir des gens à Vancouver, Kelowna, même dans les territoires, et le logement devient un enjeu majeur. Alors, et c'est ça qui empêche les gens de venir parce que les salaires qu'on leur offre, ce n'est pas des grands salaires. Moi, je pense qu'il va falloir qu'on soit de plus en plus innovateurs et je vois aussi beaucoup de réflexions dans les communautés pour dire est-ce qu'il y aurait possibilité qu'on offre des options de logement, penser à du logement communautaire pour permettre à nos travailleurs, puis surtout nos travailleurs qui viennent de l'étranger, de pouvoir s'établir de façon adéquate, de façon décente et de pouvoir poursuivre leur carrière en petite enfance. Alors, je pense que c'est un champ là, de réflexion qu'on doit mettre de l'avant et qui pourrait être prometteur là, pour les prochaines années. Merci, Jean-Luc. Je vais demander à Ronald et bien sûr à Jean-Luc et Rukia, vous allez pouvoir intervenir également si vous avez des éléments de réponse, mais est-ce que vous avez des collaborations avec les ordres professionnels? Avez-vous quelques exemples de pratiques exemplaires en termes de collaboration avec les ordres professionnels à nous partager? La collaboration est beaucoup plus avec le ministère et les différentes institutions postsecondaires avec lesquelles on compose, notamment le Collège Mathieu, précisément. Donc, avec les ordres professionnels, il y a toute une démarche en cours avec le SPTRB, qui est là des enseignants, pour reconnaître, en fait, justement, au niveau des éducatrices qui ont suivi une formation, de pouvoir reconnaître ce cursus-là dans le programme de bac en éducation pour leur permettre de pouvoir exercer plus tard comme enseignante. Donc, ces démarches-là sont en cours, en fait. Donc, il y a plusieurs discussions, mais ça n'a pas bougé depuis un moment. Merci, Ronald. On a parlé un peu plus en détail de l'accompagnement. Oui, Jean-Luc, tu souhaites rajouter? Oui, ben c'est ça. Je pense que ce qui est... j'ai perdu mon fil d'idée. Je vous reviens. J'ai perdu mon fil d'idée par rapport à ce que je voulais dire pour l'intervention. Pardon, la question concernait la collaboration. Oui, je vous reviens tantôt. Rukia, est-ce que de ton côté, tu avais des ajouts sur la collaboration avec les ordres professionnels? Je sais qu'en Nouvelle-Écosse, notre membre est très actif dans ce domaine-là, est en train de mettre en place, est en train de mener un projet justement de reconnaissance des acquis. Je pense que il y a des fois, ce que je dirais, c'est vraiment c'est d'être capable. Ce qu'on avait dit tout à l'heure, c'est est-ce qu'on est capable d'avoir des gens qui peuvent qui sont capables de parler dans les deux langues officielles, comme premier intervenant au niveau de ces ordres professionnels-là déjà, qui est capable de fournir cette information-là, être capable de traduire certaines documentations. Oui, il y a des contacts, mais le travail est immense et on commence petit à petit. Et la petite enfance, c'est un parmi d'autres qu'on essaye de justement s'attaquer. Je pense, moi, je recommande fortement, on va espérer que dans les communautés francophones, on pourra avoir beaucoup plus de projets ou programmes qui vont nous permettre justement de s'attaquer à ce gros dossier de la reconnaissance des acquis et qu'on pourra être capable de davantage travailler avec les ordres professionnels parce que souvent on nous reproche le nombre est toujours pas là. Les ordres ne veulent pas souvent bouger parce qu'il n'y a pas assez de demandes de francophones qui appliquent. Mais c'est un travail qu'on mène notamment en Nouvelle-Écosse où ils sont en train de travailler avec les ordres professionnels et de mettre en place une cartographie justement avec eux des procédures et de traduire certaines documentations aussi. Merci, Rukia. Jean-Luc, à vous la parole. Là, oui, l'idée m'est revenue. Je m'excuse, je lis les commentaires, puis des fois, j'oublie mon fil d'idée. Donc,
Oui, ben, juste pour dire que dans le fond, au niveau de la petite enfance, à moins que je ne m'abuse, là, il n'y a pas vraiment d'ordre professionnel autre qu'en Ontario. C'est la seule province à l'heure actuelle où il y a un ordre professionnel. Mais le fait qu'il n'y a pas d'ordre professionnel, c'est là qu'on peut peut-être intervenir ou transiger directement avec les instances gouvernementales. Donc, c'est pour ça qu'il y a une possibilité de dialogue, puis de voir si on ne pourrait pas harmoniser certaines pratiques au niveau de la reconnaissance des acquis. Alors, c'est sûr que s'il commence à y avoir plusieurs ordres professionnels et que ça se développe, là, ça va complexifier la chose, donc ça serait un petit peu plus difficile. Merci pour ces clarifications, Jean-Luc. Je vais inviter Rukia à nous parler davantage de l'accompagnement qui devrait être offert aux employeurs pour faciliter le recrutement dans le secteur de la petite enfance. Donc, on a discuté un peu plus en détail de l'accompagnement des employés, mais j'aimerais en savoir plus sur ce qui devrait être offert aux employeurs. Moi, j'ai vu un très bel exemple au niveau du Québec, là, où il y avait tout un organe qui a été mis en place pour aider les employeurs dans le processus. Actuellement, c'est un travail qui se fait sur le côté, parmi d'autres choses. Donc, c'est depuis l'identification du besoin à la main-d'œuvre à sortir justement on parle souvent dans nos communautés de transfert de compétences, hein, à voir au niveau du poste quelles sont les compétences qui sont nécessaires et requises, à l'accompagner dans le recrutement, à l'accompagner dans le processus de sélection aussi, et dans le processus d'intégration aussi au niveau de l'emploi aussi. On parle beaucoup de compétences culturelles, mais aussi de s'assurer que l'employé arrive à se retrouver dans ce milieu-là qui est complètement nouveau pour lui et à créer des cas concrets. Donc, c'est de A à Z. Moi, je dirais, quand on parle d'accompagnant, c'est vraiment de A à Z et de moins mettre le fardeau, comme le cas que j'ai donné, sur l'employeur, qui lui-même va aider la personne à trouver l'idée de dire, je vais commencer avec elle comme éducatrice, transfert de compétences. Après, je vais l'aider à vouloir devenir éducatrice. Je vais moi-même assurer la traduction. Je vais te payer pour la traduction. Je vais la suivre pendant tout le processus d'accréditation. Donc, il y a des beaux exemples qui existent au Québec où on a mis en place tout un organe qui s'occupe de ça et qui explique très bien et qui accompagne les employeurs et qui offre un service pour répondre à tous les besoins de l'employeur. Moi, j'imaginerais quelque chose comme ça pour la francophonie et j'essaierai d'enlever beaucoup du travail qui est actuellement fait par les garderies elles-mêmes qui font tout le processus de A à Z et de les laisser, qu'elles soient partenaires dans le programme, mais qu'elles sont là avant tout pour offrir des services aux enfants. Et là, elles sont devenues en même temps recruteuses et facilitatrices du programme de la reconnaissance des acquis. Donc, notre plateforme actuelle, comme je vous ai parlé, va nous permettre de mettre en place ce processus-là avec eux et de construire ce programme-là qui sera basé sur les besoins des employeurs, mais aussi du côté des candidats, surtout ceux qui sont à l'étranger. Hein. Et on parlait tout à l'heure de les préparer avant même de venir et de faciliter ensuite l'intégration par la suite. Merci, Rukia. Il nous reste moins de 5 minutes. Moi, ce que je retiens de notre discussion aujourd'hui, c'est qu'il y a vraiment des obstacles liés à la reconnaissance des acquis qui sont spécifiques au fait d'être francophone. Des exemples que Jean-Luc, Rukia et Ronald vous avez donnés. Moi, c'est vraiment ce que je retiens de la session. Donc, j'aimerais vous entendre sur comment est-ce que la communauté francophone peut travailler ensemble, des leaders francophones de tous les secteurs, comment est-ce qu'on peut collaborer pour justement contrer ces obstacles qui sont uniques aux candidats francophones. Jean-Luc, je t'invite à commencer. Bien, je pense que Ronald a parlé tantôt de mobilisation. Je pense qu'on doit aller là. On doit se mobiliser au niveau des communautés et dire haut et fort
que le système de reconnaissance des acquis en ce moment ne fonctionne pas pour les francophones. Il faut arriver avec des nouvelles façons de faire. Il faut qu'on ait des stratégies qui nous permettent de s'adapter davantage à la réalité de la francophonie internationale. Alors, si on y arrive, je pense que ça va faciliter davantage le recrutement, puis ça va être plus gagnant pour nos communautés là, dans le moyen et long terme. Merci, Jean-Luc. Ronald? Mais merci. Je pense que Jean-Luc a intégré de très bons points. La démarche commence déjà. On voit ce forum et une belle opportunité de partage. Je vois toutes les sagesses qui sortent du clavardage. Je pense qu'il faut se dire quel est l'après, qu'est-ce qui se passe après ce forum. Donc, à qui iront ces recommandations qui sortiront de ce beau forum. Donc, ça prendra une mobilisation. Merci, Ronald. Rukia? Je ne peux que dire oui, absolument. Travailler ensemble de concert pour chacun apporter sa pierre à l'édifice. C'est un gros dossier, hein. On parle de reconnaissance des acquis, on parle de pénurie de main-d'œuvre et je pense que tout le monde peut jouer son rôle et c'est avec les expertises de chacun et du terrain. Vous l'avez très bien dit, il y a des très belles discussions sur le clavardage. Je pense que la contribution de chacun à tous les niveaux va être important. Le niveau politique aussi, je pense, Jean-Luc, ce sera quelque chose de décisionnel qui va nous permettre de faire avancer et que le par et pour francophone, là aussi, devienne une réalité parce qu'on peut s'allier à certains grands enjeux avec la majorité, mais on a aussi des particularités qui nous sont propres dans la francophonie et pour laquelle, même si on n'est pas des grosses communautés, je veux dire, les chiffres ne sont pas comparables, mais pour nous, ça fait toute une différence. Et je pense que ça, c'est des messages que l'on peut tous, chacun, passer et que chacun, on peut mettre une pierre à l'édifice pour construire ce secteur-là et l'appuyer définitivement. Rukia, Ronald, Jean-Luc, je vous remercie énormément de votre disponibilité. Merci à tous nos participants. Ce fut une excellente session et j'ai beaucoup appris. On a du chemin, mais je pense qu'on a des leaders qui sont là pour nous guider dans la bonne direction. Je vais maintenant passer la parole à Gabriel Robichaud, l'animateur du symposium, pour le mot de la fin. Merci, Kimberly de la FCFA et aux panélistes. Cette deuxième journée de symposium a passé trop vite. Du contenu utile, des échanges riches, des réflexions pertinentes. Et vous, les participantes et participants qui êtes au rendez-vous, c'est fantastique. Continuez à utiliser le mot-clic #symposium petite enfance avec un P et un E majuscule dans les médias sociaux. Vous le faites bien, ça marche, on parle de nous. Alors, merci. Demain, troisième et dernière journée du symposium. On commence ça en grand et sans se stresser avec la conférence de Dr Sonia Lupien. Elle vient nous parler du stress et des stratégies pour chasser ce mammouth sans y laisser sa peau. C'est à 11h45, heure normale de l'Est. On s'y retrouve. Vous comprenez notre formule? Toutes nos présentations commencent par une vidéo de mise en contexte. Alors, branchez-vous un peu à l'avance pour ne rien manquer de ce contenu qui portera sur le renforcement du secteur de la petite enfance. Merci beaucoup. Bonne soirée ou bonne fin d'après-midi, tout dépendant de votre fuseau horaire. Et à demain.